Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, pour la première partie d'une présentation du jeu Fallen Lands. A post-apocalyptic board game. Donc c'est une présentation, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de choses, il n'est pas compliqué comme jeu, c'est pas un jeu complexe, mais c'est un jeu qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup de matériel, qui a beaucoup d'actions possibles. Et donc, il faut comprendre certains aspects pour pouvoir aborder plus sereinement les règles et le déroulement d'une partie. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter les différents matériels. On a le plateau, on a des cartes, on a des pions sur le côté droit là-bas. On va avoir la partie des joueurs. Ici, en fait, j'ai installé un setup de 2 joueurs. Donc le jeu se joue de 1 à 5, je crois, ou à 6. Il se joue de 2 à 6 ou de 2 à 5 par défaut, 2 à 5. Et on a une règle dans l'extension, une règle de 2 variantes solo, donc que je n'ai pas encore regardé. Là, ce que je vais présenter, c'est le matériel et le setup de 2 joueurs. Donc on va commencer par la présentation des composants. Et en même temps que je ferai les composants, je donnerai quelques règles qui sont un peu les piliers du jeu. On va notamment voir comment on teste les caractéristiques, les différents tests qu'on peut faire, comment se déroule un tour de jeu. Ça donnera, je pense, un bon aperçu du jeu, même si ça ne vaudra pas une partie. Qu'est-ce que c'est Fallen Land au départ? C'est donc le pitch du jeu. Donc on a ici la règle du jeu, hein, le pitch est résumé au tout début. Ça explique comment en fait l'apocalypse est arrivé, donc l'apocalypse nucléaire, donc guerre nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, qu'est-ce qui reste? Donc on joue aux États-Unis, hein, sur la terre des États-Unis, qui est représentée par le plateau. Et la conclusion de tout cet apocalypse, c'est que au bout de quelques temps, émergent en fait 10 villes importantes sur la carte, 10 factions importantes qui ont réussi à se réunir pour essayer de remettre un semblant d'ordre, je dis bien un semblant d'ordre, et un semblant de circulation ou un semblant de règles sur les États-Unis. Même si chacun, finalement, un peu comme dans un gouvernement ou comme dans un Sénat, chacun fait en sorte de récupérer ce qu'il a envie et de donner ce qu'il a envie. Donc chaque joueur va jouer une faction. Les factions sont représentées par des petits tokens. Donc il y a 10 factions. Hop, on voit bien, ça c'est une des factions. Celle-là, c'est les nouveaux fédéralistes. Et on a la confrérie, ici, qui est installée aussi. Hop. Donc la confrérie que j'ai mis en setup. Donc chaque maison, finalement, chaque faction va essayer de tirer, même si elle veut bien s'entendre avec les autres de temps en temps, elle va quand même essayer de se déployer plus que les autres et d'avoir le plus d'influence possible. On en vient au but du jeu. Le but du jeu, il y a 2 conditions de victoire possibles. On a en fait, autour du plateau, on a différentes pistes. On a une piste ici qui est en fait la puissance de la ville, de notre faction, qui est sur une échelle de 1 à 80. Et une échelle de prestige qui est sur la gauche, qui va de 1 à 20. Si jamais une des factions atteint 20 en prestige ou 80 en puissance, en fait, c'est la puissance économique et militaire de la ville, c'est une condition de victoire. D'accord. La condition de victoire se vérifie à la fin d'une phase, de n'importe quelle phase. Donc on va voir plus loin les phases. Voilà, ce sont les 2 conditions de victoire. Donc en fait, votre but, le but de chaque faction, ça va être de faire monter ces 2 curseurs-là par différentes actions. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Les différents moyens, il y en a aussi pas mal. Alors, je vais commencer par le plateau. C'est peut-être le plus simple. On a le plateau de jeu. Je vais vous présenter les différentes choses qui sont sur le plateau. J'essaie d'arriver, ça doit pas être super droit. Hop. Le plateau de jeu. Donc vous allez voir sur le plateau de jeu, donc c'est représenté par des hexagones sur la carte.
on va avoir sur cette carte différentes informations. On va avoir le type d'hexagone. Donc vous allez avoir 3 types principaux d'hexagones, 3 types de terrains finalement. Des plaines, des montagnes, qui sont en marron. Vous allez avoir des villes aussi. Donc les villes, ça va être les villes des factions. Et les villes qui n'appartiennent pas à des factions. Donc les villes qui n'appartiennent pas à des factions, elles sont représentées par... je vais vous essayer d'en zoomer une. Voilà. Donc ici... Ici, par exemple, vous avez... Voilà, c'est une ville. Ça aussi, c'est une ville. Ça, c'est une ville qui appartient à une faction. Et ici, par exemple, une des factions commence sur l'icône qui est ici, qui représente sa faction. Donc les villes n'ont pas forcément de nom. Vous allez aussi avoir, donc j'ai vu les montagnes, les villes, des zones qui sont irradiées. Donc les zones qui sont irradiées, c'est celles qui contiennent une sorte de cercle rouge. On le voit tout autour, ici, un petit peu. Ici, par exemple. Et vous voyez qu'ici, par exemple, on a une ville qui est en partie irradiée. Ça veut dire que les conditions ou les actions possibles ou les événements qui peuvent arriver sur cet hexagone qui a 2 types de terrain peuvent arriver. Par ailleurs, donc je continue dans le type hexagone, vous avez aussi ce type d'hexagone-là. C'est un hexagone de ressources. C'est donc un endroit où on va pouvoir récupérer des ressources. Ça peut être de l'eau, ça peut être du minerai, ça peut être plein de choses. C'est un hexagone de ressources. Et cet hexagone de ressources, c'est capturer ces hexagones, c'est un peu réussir à pouvoir monter sa ville. On va voir que dans le jeu, il y a une notion de ressources pour sa faction, ce qui veut dire qu'à chaque tour, en fonction des zones de ressources qu'on contrôlera, on va récupérer un certain nombre de matériel et de points, on appelle la ville, des points de puissance, je vais appeler ça, qui vont nous faire monter notre curseur. À savoir que les points de prestige vont être plutôt récupérés sur des actions précises ou des upgrades précis que les points de puissance de notre ville, qui commencent par ailleurs à 30, hein, ils ne commencent pas à 0, ils commencent à 30. Si je dézoome, voilà, ici, on a les 2 marqueurs de chaque faction, on commence à 30. Il est marqué Begin, on ne va pas se tromper. Donc ça veut dire que notre curseur peut descendre, il y a des choses qui vont le faire descendre et d'autres qui vont le faire monter. Notre but étant d'aller à 80. Et les ressources, c'est un moyen de l'obtenir. Donc si je reviens sur les hexagones, on a vu les ressources, les cités, les zones de radiation. Donc vous voyez qu'on peut avoir des zones où il y a plusieurs types de terrains. Donc ici, c'est de la montagne et c'est irradié aussi. Ici, il y a de la montagne et de la ville. Les hexagones vont également avoir une influence sur le déplacement. Donc on va avoir dans la phase de déplacement qu'on va dépenser un certain nombre de points de mouvement. On est sur vraiment de la méritrage où on a des points de mouvement, on a des caractéristiques et des lancers de dés. Donc selon les hexagones, on dépensera plus ou moins de mouvement. Sur un hexagone de type plaine, comme ça, on dépense que 1. Sur un hexagone de type montagne, on dépense 2. Et pour tout ce qui est ville et zone irradiée, on dépense 3. Sachant que si jamais vous êtes sur un hexagone qui a plusieurs types, par exemple ici montagne et ville, on dépense le plus élevé. Donc ici, ce serait 3 points pour rentrer sur cette zone-là. Voilà pour ce qui est de la carte. On a des zones d'eau qui ne sont pas accessibles, il n'y a pas d'hexagone, sauf des points numérotés. Et je vais donc aborder les points des zones numérotées. Ce sont des points aléatoires. Donc ils vont de 1 à 100. Pour déterminer une zone aléatoire sur la carte, on lance un dé 100, donc 2 dés 10, un qui représente les unités, hop, un qui représente les dizaines. Par exemple, le bleu, c'est les dizaines. Là, j'ai obtenu, si je dézoome pas, on ne va pas le voir. Là, j'ai obtenu 2 et 1, 21. On cherche l'hexagone numéroté 21 et on considère que c'est celui-là qu'on a pioché. La première utilisation qu'on fait de ce positionnement, ce sont des jetons de mission qui sont sur la carte. Je vais revenir en zoomant dessus. On a par exemple la mission 1, là. Une mission en tout cas. C'est pas un numéro particulier, hein. C'est les zones où on peut piocher une carte mission.
Et ben voilà, j'ai tiré 76. Donc au début du jeu, on va placer 7 pions mission de cette façon-là, de façon aléatoire sur la carte. Voilà, après le détail sur les hexagones, sur les icônes de radiation. En fait, on va prendre un dégât de type radiation si on s'arrête dessus ou si on passe dessus. Donc voilà pour la carte. Donc la carte, on a donc les zones de faction. Un point important, c'est que les zones de faction les zones de départ des factions, donc les zones de la ville, c'est là où on a en fait notre ville principale, hein, et c'est ce qui va être notre plateau de jeu. Donc, par exemple, cette faction-là, ou cette faction-là, c'est leur ville de départ. Il y a certaines actions qui ne sont disponibles que dans la ville de départ. On va voir que dans notre ville, on va pouvoir stocker certaines cartes. Eh bien, ces cartes, ce sera des cartes d'équipement particulièrement, on pourra les remettre dans notre équipe que lorsqu'on sera dans notre ville. Si on est quelque part sur le plateau, on ne pourra pas le faire. Donc selon l'éloignement qu'on a de notre ville, parfois on va avoir des soucis pour changer notre équipement. Est-ce que je passe aux composants ou aux cartes? Je vais peut-être pouvoir passer aux cartes de façon plutôt générale en présentation des cartes. Donc, hop, les cartes. Voilà notre tas de cartes. Alors, il n'y a pas tellement de types de cartes différents. Par contre, ça c'était quoi? Oui, ça c'est les cartes spoil de départ. Par contre, on a beaucoup de cartes quand même. Alors, on va partir de gauche à droite. Les cartes de type caractère. Ce sont des cartes personnages qu'on va pouvoir recruter dans notre faction. Donc à savoir qu'on va voir sur la carte de chaque joueur, sur le setup de chaque joueur. Je continue à faire voir. Je reviendrai sur le détail de la carte quand on va voir chaque faction. Donc ça, on va pouvoir les recruter. Ils vont nous apporter des bonus et ils vont avoir chacun des caractéristiques. Les cartes spoils. Les cartes spoils, en fait, ce sont des cartes équipement qu'on peut récupérer lors des actions qu'on fait sur le plateau de jeu. On va en avoir au début du jeu. Alors pour information en même temps, au début du jeu, des types caractères, on en aura 6. Donc des personnages, on aura 6 personnages. On aura 10 cartes d'équipement. Et ce qu'on voit maintenant, 3 cartes actions. Les cartes actions, en fait, elles vont nous permettre d'influencer les règles du jeu et le jeu en lui-même. Donc ça va être des actions contre les autres joueurs, pour soi, pour le jeu, ça va être des bonus, ça va être des malus. Il y a quand même pas mal d'actions qui sont contre joueurs et qui peuvent faire des trucs sympathiques. Chaque carte action, on verra le détail dessus, mais chaque carte action indique à quel moment elle peut être jouée. Les cartes mission, comme on a vu les jetons mission sur le plateau, quand on arrive sur un hexagone qui a une carte mission, qui a un jeton mission, on peut regarder la mission qui est dessus. Ici, vous allez voir 3 decks différents, hein, plaine, montagne et city et radiation. Ça correspond au type d'hexagone qu'on vient de voir sur la carte. Donc ça veut dire que quand on fera une rencontre sur ce type d'hexagone, quand on fera une exploration sur ce type d'hexagone, à ce moment-là, on piochera une des cartes et on verra comment ça se déroule. Ensuite, les cartes, on a vu toutes les cartes, tous les types de cartes en tout cas. Les jetons, est-ce que c'est intéressant de voir les jetons? Oui, on peut voir les jetons. Ça donnera une bonne idée des jetons. Hop, hop. Donc les jetons, on va avoir ces jetons-là qui sont des dégâts psychologiques. Votre personnage peut être mis hors d'état, soit par des blessures mortelles, soit par un état psychologique irréversible. C'est-à-dire qu'il a vu trop d'horreur, il est complètement déstabilisé et il est éliminé à force d'avoir vu trop d'horreur. On va avoir des blessures infectées. Les blessures infectées, c'est quoi? C'est des blessures qu'on reçoit et qui, à chaque tour, si elles ne sont pas soignées, vont s'aggraver. On peut donc mourir d'une infection, de blessure. On aura les dégâts de type radiation. Donc tous les dégâts se cumulent. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 5 points de vie, c'est un exemple, hein, et que j'ai une blessure de type radiation, une blessure de type infecté et une blessure normale, donc le jeton blessure normale, c'est celui-là, une petite goutte de sang avec un numéro, donc ça peut être 1 ou 3, les jetons de 1 ou 3. Donc elles se cumulent, et si ça atteint notre capacité de vie,
à ce moment-là, le personnage est mis hors d'état. Et en plus de ça, donc chaque type de blessure peut amener des choses. L'infection, ça va s'aggraver, et les radiations et l'infection, on peut les soigner que par un certain moyen. Il y a certains moyens pour soigner globalement des blessures classiques, et d'autres pour les blessures par radiation ou pour les blessures infectées. Donc vous voyez qu'on a déjà fait un tour pas mal des jetons qui sont présents. Il y a beaucoup de jetons, mais finalement il n'y a pas trop de types différents. Ici on va avoir des jetons missions, donc c'est des missions spéciales, je ne sais pas encore comment elles marchent, je suppose qu'elles arriveront par des cartes en jeu. Ici on a des points d'intérêt, donc les points d'intérêt ils vont arriver par certaines cartes, montagne, plaine ou cité, qui vont mettre en fait en jeu des points d'intérêt spéciaux sur la carte. Donc on va tirer en aléatoire sûrement, ou qu'on va placer, et qui seront disponibles pour certains pour un certain temps. Donc ça veut dire que sur le plateau de jeu, en fait, en plus des curseurs de faction, on va avoir un marqueur de tour qui va nous indiquer le tour de jeu, et parfois pour certains points d'intérêt, on aura un pion qu'on mettra sur le tour de jeu, ce sera par exemple 3 tours de jeu plus tard. Et ça veut dire que ce point d'intérêt sera valable pendant un certain nombre de tours. Ensuite, nous avons ici des points. Alors ça, c'est quand on détruit, il y a moyen de détruire dans le jeu des points de ressources. C'est-à-dire qu'un point de ressource, comme on a vu sur la carte, il peut être neutre, c'est-à-dire que personne ne l'a pris, il peut appartenir à une faction, mais il peut également être détruit. Ça veut dire que quand on va sur un point de ressources, on peut décider soit d'essayer de le prendre, soit d'essayer de le détruire. Et à ce moment-là, il est détruit et plus personne ne pourra l'utiliser. Ensuite, ici, on a des petits jetons qui ont des petits dessins dessus, hein, qui correspondent en fait à des mercenaires non joueurs. Alors, les mercenaires non joueurs, c'est quoi? C'est des mercenaires qu'on va pouvoir recruter via des cartes actions. Donc, on aura des cartes actions qui vont correspondre à des factions de mercenaires. Et contre des denrées, contre de l'échange, vous allez voir la monnaie après, on va pouvoir recruter des mercenaires et leur affecter une mission. C'est-à-dire qu'on va les payer pour la mission. Une fois que la mission sera terminée, les mercenaires s'en vont et nous, on aura fait notre mission. Donc c'est un moyen de pouvoir réussir à faire des missions sans y aller nous-mêmes directement. Ensuite, on a des TD, donc c'est Town Defense. On peut, pendant une certaine phase, payer des Town Defense. Les Town Defense, ça va permettre de se défendre contre les autres joueurs, à savoir que si un joueur vient vous attaquer, il va se prendre des dégâts sur chacun de ses personnages équivalent au nombre de jetons de Town Defense, lapsus, qui sont sur notre faction. Enfin, les derniers jetons qui restent ici, c'est la monnaie du jeu. Donc la monnaie du jeu, elle est assez marrante. Elle n'a pas d'impact réel au niveau du fonctionnement du jeu, selon qu'elle a des valeurs différentes. C'est 1, c'est représenté par des munitions, 3, c'est des denrées, mais ça a toutes c'est la même valeur. 5 des caisses de soins et 10 des jerrycans d'essence, pour un peu donner une valeur au jeu. À savoir qu'en fait dans le jeu, c'est le Fallen None, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de monnaie. C'est de l'échange, c'est du troc, c'est devenu du troc, et donc en fait c'est une sorte de troc de ressources simulé par ces jetons avec différentes valeurs. Mais c'est utilisé comme de la monnaie. À savoir que au-delà de ces jetons qu'on peut récupérer, donc finalement de ces denrées qu'on peut récupérer, ça s'appelle salvage coin dans le jeu. On va en récupérer souvent quand on va se déplacer, on va en trouver tout le temps, parce que finalement c'est des choses qu'on récupère sur le bord de la route, qu'on trouve. C'est un peu du loot automatique qu'on a quand on se déplace. Enfin du moins quand on se rend dans un endroit et qu'on a une carte, quand on a une carte de lieu, on va récupérer souvent des salvage coins et ça va être cette forme-là. Quand on va pouvoir acheter du matériel et en vendre de manière différente, on va voir plus loin. Quand on vend du matériel ou quand on achète, on va pouvoir utiliser, enfin quand on l'achète surtout, on va utiliser ces jetons, mais on va pouvoir utiliser aussi des cartes qu'on aura récupérées, des cartes d'équipement ou des cartes autres, enfin non, des cartes d'équipement, des cartes de spoils, qui ont une valeur. C'est une valeur qu'on a, alors on dit qu'on les revend à la banque, donc il y a souvent un système d'échange qui s'est mis en place. Donc ça veut dire que ça peut faire partie d'une transaction. Je dis d'une transaction parce qu'on va pouvoir faire des transactions avec d'autres joueurs, leur acheter des cartes. On va pouvoir faire une sorte d'enchère si on a plusieurs joueurs. J'ai les cartes à vendre, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me donne le plus, toi je t'aime pas, je te le vends pas. Ouais, si t'as pas assez en truc, je veux bien des cartes dans l'échange, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un système super sympa de troc qui peut se mettre en place naturellement dans le jeu,
en plus des ressources qu'on peut avoir. Donc après, comme dans tous les jeux de négociation, s'il y a quelqu'un qui est obtus, qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas faire d'échange, ça ne se fait pas. Pour les jetons, là, on a vu tous les jetons. Donc vous voyez qu'il n'y a pas 36 000, il y a beaucoup de jetons, mais en catégorie, c'est comme les cartes, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez pu voir en parlant des jetons que finalement, on a discuté des actions disponibles dans le jeu et que ça commence, j'espère, à vous titiller en disant mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans le jeu. Un dernier jeton qu'on n'a pas vu, ce sont ceux qui sont tout en bas ici. C'est des upgrades de ville. Donc les upgrades de ville, on en a deux, je vais en présenter un par exemple ici, on en a deux par faction, deux différents par faction au tout début du jeu. Les upgrades de ville, ils ont deux formes. Ils ont une forme argent et une forme dorée. Donc c'est un niveau 1 et un niveau 2. Le coût pour avoir un jeton de ville est indiqué en jaune ici. Dès qu'on verra un nombre dans un rond jaune, ce sera une valeur sur les cartes et sur les jetons. Donc voilà, un jeton comme ça vaut 30 salvage coins. Quand on l'achète, donc pas pour ceux qui en ont au départ, mais quand on l'achète, quand on récupère un salvage coin, on gagne 5 points de ville, donc les puissances de ville, c'est le niveau en bas ici, et 1 point de prestige, PR. Donc 1 point ici. Ça montre en fait la renommée, la connaissance, la puissance de notre faction, de notre ville de départ. Chaque pion va aussi donner un bonus, qui est ici. À savoir que, donc si je retourne le bonus, ici, voilà, il a changé. Ici, j'étais en plus 1, ici en plus 2 succès. Les pions je reviendrai peut-être après dessus. Ils ne sont pas utilisables en permanence. Il y a certains moments où on peut les utiliser, pas tout le temps. Mais par contre, ça revient, ça fait partie de notre ville. Ils peuvent être détruits ou volés, sauf ceux de départ. Donc les deux qu'on a au départ, ils ne seront jamais volés, on ne pourra jamais les détruire. Et par ailleurs, normalement, on peut les revendre. Donc il y a un coût, je crois, qui est de 15 ou de 25 quand on les revend, sauf ceux de départ. On ne peut pas revendre les deux jetons de départ. Sachant que quand on perd, comme pour tous les jetons, c'est ça, enfin pour tout ce qu'on va acquérir, comme les points de ressources ou ces pions d'upgrade de ville, tout ce qu'on gagne va nous permettre d'avoir un point de prestige, des points de ville. Si on le perd, on retire les points de prestige, on retire les points de ville. Donc c'est aussi une manière d'attaquer les autres joueurs sur ces points-là. Donc les pions, en quoi ils consistent majoritairement? De nous donner des bonus. Ici, par exemple, le Communication Center, il va nous donner un bonus sur le déplacement. Souvent, c'est des succès sur différentes caractéristiques. Et on a des pions ici qui sont les pions de pénalité de semaine. On y reviendra dans le tour de jeu. Ou dans les règles quand on fera la partie. Tant qu'à parler des pions, il y a des dés. Hein, voilà. Alors vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Les dés, on a des dés qui ont 5 couleurs différentes. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. On va passer au plan de jeu en fait, d'un joueur, de sa faction. Donc je vais me mettre en caméra portée. Hop. Ce sera peut-être plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici, on a un setup d'une faction qui est ici. Et le setup d'une autre faction qui se trouve ici. Donc, je vais en présenter qu'une, ça ne sert à rien de voir les deux directement. Et elles vont avoir globalement la même façon de jouer à chaque fois. Peut-être le remettre en perche d'ailleurs, je ne sais pas si c'est intéressant de le voir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, ça paraît, vous voyez que c'est quand même assez complet. Ça peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas vraiment. On va avoir notre ville qui est représentée par cette fiche ici. On en a plusieurs, il y en a 10 dans le jeu. Hein. Il y a 10 villes. On a dit que dans l'histoire, il y avait 10 villes qui émergeaient du chaos. Donc voilà, ça c'est une fiche de ville qu'on a au départ, qu'on tire au hasard aussi. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas sa ville, on lance un des 10 et on prend celle qui correspond. Il y a un numéro ici. Avec là c'est le numéro 8, là c'est le numéro 5. Voilà, on tire au hasard sa ville de départ. Si on a égalité, on retire pour en avoir une différente. Donc comment on voit la ville? Je vais la présenter cette carte-là, par exemple. Donc ici, on a un dessin qui représente la faction. Ici, le symbole de la faction, son numéro de départ, son nom.
Sa ville de départ, donc sa ville de départ, il y a un nom. Le nom ne sert à rien, ça nous donne seulement une indication de la ville de départ. En fait, la localisation de la ville va être représentée par son symbole sur la carte. Donc si je devais trouver celle-là, qui est une sorte de... c'est un ange noir, ce serait ici. Donc cette faction-là partirait d'ici. Ensuite, ici, en fait, c'est les 2 jetons d'upgrade de ville qu'on a au début du jeu. Donc on les récupère. Par exemple, lui, il va avoir le Learning Center et le centre hospitalier. Donc un centre de soins. Donc celui-là, donc quand on le récupère au début du jeu, ça ne fait pas les upgrades sur la ville ou sur le prestige. Hein. On les a au tout début. Et ici, ça veut dire qu'on aura plus un succès. Alors le symbole ici, c'est les soins. Enfin, c'est tout ce qui est médical plutôt. Et ici, c'est la diplomatie. Donc on verra dans quel cas c'est utilisable. Ce n'est pas utilisable tout le temps. Ensuite, vous avez les perks de faction. Donc ça peut être des cartes qu'on a au début, ça peut être des compétences supplémentaires, des possibilités supplémentaires qui sont propres à chaque faction. Donc vous voyez ici par exemple, on commence le jeu, begin the game with a paramedic kit, spoil card. Donc ça veut dire qu'on prendra dans les spoil cards un paramedic kit. Alors pour ces spoil cards là, un truc qui a été bien fait, c'est qu'en principe, j'ai d'ailleurs tout ici, c'est qu'elles ont toutes celles qui sont au départ. Voilà. Elles ont, à la différence d'autres spoil cards, je vais vous en faire voir une au hasard. Voilà. Elles ont un bord gris. Toutes les cartes spoil de départ ont un bord gris. Moi, je les sépare du jeu. Et quoique je pourrais les remettre pour celles qui ne sont pas utilisées. Et du coup, on les met de côté et on les a comme cartes spoil de départ dans les perks des factions. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Information Crossroad. Donc là, ça nous dit qu'une fois par tour, dans la phase d'affaires de la ville, on peut payer 5 salvage coins pour piocher une nouvelle carte action. C'est une possibilité qu'on a, qui n'est pas obligatoire. Ici, c'est indiqué qu'on a un point de bonus supplémentaire durant les combats à armes blanches, à armes de mêlée, pendant les rencontres, et qu'on reçoit un succès de combat supplémentaire. On verra dans le détail quand on fera les caractéristiques. Et en fait, quand on fait l'action de soin dans une ville neutre, donc dans les villes de factions qui ne sont pas utilisées, puisque je vous rappelle, le jeu se joue finalement de 1 à 5 avec l'extension, donc il y a 5 villes qui ne sont pas utilisées, on n'a pas besoin de payer à la banque, parce qu'on va voir que pour certaines actions, selon où on se trouve, on sera obligé de payer soit à la banque, on va représenter la banque comme une réserve massive de ressources, soit si on fait ce soin dans la ville de quelqu'un d'autre, d'un autre joueur, on négocie avec lui combien on doit le payer pour se soigner. Donc parfois on peut ne pas avoir la possibilité de se soigner. Donc ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, vous allez avoir ici le niveau de ressources que vous avez. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 points de ressources. Donc 5 points de ressources sur la carte, ça veut dire qu'on occupe avec on a des jetons ici de faction qu'on place sur les points de ressources qu'on a vus. Les points de ressources, c'est une sorte de truc jaunâtre. Donc on dirait un Derrick avec un truc jaune autour. Donc si à chaque fois qu'on en a un, on va déplacer son curseur ici, et la valeur qui est indiquée là, plus 1 TH, plus 2 TH, et ainsi de suite, et le nombre de pièces, c'est ce qu'on va récupérer à chaque tour de jeu. Dans la phase de ressources, en fonction de la position de son curseur, on va récupérer donc plus 3 niveaux de ville, et 9 salvage coins. Donc un intérêt d'avoir des points de ressources. Ici, on a quoi? On a le bonus de mouvement. Alors le mouvement, comment ça se passe? Quand on fait une action de mouvement, on lance un dé et on ajoute le bonus. Et ça nous donne notre total de points de mouvement pour l'action de mouvement qu'on veut entreprendre. Ensuite, vous allez avoir le plateau qui est déposé en 2 parties, Auction House et Town Roster. Donc c'est simple, Auction House, c'est les cartes spoil, donc les cartes d'équipement qu'on n'a pas attribuées à notre équipe. Et les cartes et les Town Roster, c'est les personnages qu'on n'a pas intégrés dans notre équipe, mais qui sont disponibles dans notre point de départ. Donc ces 2 cartes, on va pouvoir les intégrer à notre équipe, équiper nos personnages avec les cartes qui sont là-dedans, ou récupérer
des personnages qui sont ici, seulement si on repasse par notre ville. Si on est ailleurs sur le jeu, on peut pas les récupérer. Donc si on a des nouveaux personnages qui arrivent dans notre ville, pour les récupérer, il faut retourner en ville. Donc évidemment, plus on est éloigné, plus c'est difficile. Autre chose, les cartes spoil donc, qui sont mises ici, dans la Action House, elles sont également à vendre potentiellement. C'est pas une obligation, mais on peut les vendre, et les autres joueurs peuvent les acheter, donc aux autres joueurs. Ou à la banque. Donc c'est deux phases différentes. Il y a une phase où il y a une sorte de marché et de discussion, où si deux autres joueurs, c'est des zones publiques. Hein. C'est comme si on les avait en magasin, ou c'est connu qu'on les a. Donc ça veut dire qu'elles sont visibles, et que potentiellement un autre joueur peut les regarder, être intéressé, et vous faire une proposition d'achat. Après c'est de la négociation. Donc c'est pas réglementé dans le jeu, c'est de la négociation. On peut échanger des cartes d'action, des cartes spoil, du salvage coin, et contre une carte. Pour les personnages, bon, c'est seulement une réserve de personnages qu'on a en ville. Ce qui est pratique quand on a des personnages qui meurent, puisque c'est possible. Et en plus de ça, sur la carte, donc il y a un des points importants du jeu, vous avez ce qu'ils appellent les couronnes. Enfin, c'est les indicateurs de personnages avec un numéro et une couleur. Donc le 1 rouge, 2 orange, 3 vert, 4 violet et 5 jaune. Et ça, donc je vais retirer cette carte-là. Ah oui, information importante, parce que le jeu est quand même très immersif et très narratif. Vous avez un résumé, un bon gros résumé de l'histoire de votre faction. Ça permet de prendre parti un peu à l'histoire de la faction et de s'y coller d'un peu plus près. Vous avez ça pour les 10 factions. Donc, nos fameux points pour les personnages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre faction, la faction qui va se déplacer, notre jeton de faction qui va se déplacer, qui est représenté en jeu. Alors, par exemple, pour la faction... Ouais, c'est un petit truc en plastique qui représente le symbole de la faction. Et c'est ce qui va se déplacer sur le jeu. Donc, pour une des factions, c'était ça, et pour l'autre, le nouveau fédéraliste, c'était le drapeau américain. Enfin, une sorte de drapeau américain avec une seule étoile. Donc, ça veut dire que sur notre faction, on va avoir, au-delà de ceux des personnages qui sont en ville, on va avoir notre équipe qui va être composée de 5 personnages. Donc 5 personnages importants finalement de notre équipe. Et on va associer chaque carte personnage, j'ai une carte personnage là, là, et ici, aux différents points du plateau de jeu de la ville. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va voir que sur les cartes rencontres ou sur des événements, parfois on aura des actions qui seront à faire par un seul personnage. Par exemple le 1. Un personnage aléatoire, ça veut dire qu'on jette un dé et on devine lequel c'est. Et au-delà de ça, quand on fait des tests en équipe de caractéristiques, plutôt que de jeter un dé pour au fur et à mesure pour chaque personnage, eh ben, on a un dé de différentes couleurs. Ça veut dire que quand je vais faire un test d'équipe, où on va obtenir un certain nombre de succès, eh ben, je vais pouvoir jeter tous les dés en même temps et dire ok, donc ça c'est le résultat de celui-là, et ainsi de suite. Donc ici le orange, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Ça évite de faire des jetés un par un et on vérifie le nombre de succès après. D'où l'importance des couleurs des dés. Alors, si je vais plus loin sur ma fiche de personnage, donc on a ici les personnages qui sont attribués à chaque zone. On peut changer les personnages si on revient dans notre ville de départ. Ensuite, sur chaque fiche de personnage, donc on va regarder une des fiches de personnage, de type caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur un personnage? Donc je vous rappelle, au début du jeu, on en a 6, et on a 5 emplacements. Donc il y en a un qu'on met dans le roster de la ville, qui sera disponible quand on revient dans la ville de départ. On peut changer quelqu'un qui se trouve dans le roster et l'interchanger avec quelqu'un qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a son nom, le type, un exilé, je sais pas si... Voilà. Ou c'est un truc de thème. Donc une petite phrase, une petite capacité spéciale, qui se trouve ici. Donc ici, tous les hexagones de déplacement coûtent un seul point de mouvement, donc c'est super intéressant quand on passe dans la montagne ou autre.
parce que c'est quand Bruce est dans l'équipe, et ben ça ne coûte qu'un point de mouvement pour tous les hexagones. Super avantage. Ici, ici c'est ce qu'on appelle des links. C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on aura la condition qui est respectée ici, on gagne le bonus. Ici, donc le link c'est représenté par une chaîne, évidemment. Donc n'importe quel véhicule à 4 roues nous octroie avec Bruce un bonus de plus 2 en déplacement. Sachant qu'il a 1 pour chaque truc, on peut aller très loin avec Bruce s'il y a besoin. Bruce Stephens. Ensuite, sur la fiche, donc, on a donc capacité spéciale et les liens avec des équipements ou d'autres cartes. Parfois, vous n'aurez jamais... là, ici, un véhicule à 4 roues, c'est possible d'en avoir dans le jeu. Pour le coup, dans l'équipe, là, ici, de la confrérie, de Brotherhood, on n'a qu'un véhicule de ce type-là, un gyrocoptère, et on n'a pas de véhicule à 4 roues. Donc, on n'a pas ce bonus-là, du plus 2 en mouvement. Mais on a toujours ce bonus-là de la capacité de Bruce. Ensuite, donc on a le personnage, on a le petit dessin à côté. Donc au niveau style graphique, on pourra voir, hein, si je regarde un petit peu ce qu'il y a, c'est pas du grand art, mais ça colle, finalement, le style colle très bien au thème. Un peu dessiné, un peu comics, un peu moche aussi, hein, c'est pas extraordinaire. Mais bon, ça fait le job et il y en a beaucoup, hein, parce que vous avez donc une illustration par personne quand même. Donc c'est pas mal. Peut-être qu'un jour, s'ils font une autre version, ils changeront le style graphique. Bon, j'ai un doute qui est ça, mais voilà. En dessous, un point important du jeu. Donc ici, vous avez les points de vie, sous forme de gouttes. Alors ici, c'est pas les points de santé mentale, mais c'est sa capacité psychologique. Ça veut dire que, je vous rappelle, on avait vu qu'il y avait un pion qui était un dégât psychologique. Hop. Ça représente sa compétence, sa faculté de résistance psychologique. Ça veut dire que quand on fera des tests de psychologie avec les personnages, savoir s'ils sont en stress, s'ils sont horrifiés, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on fera le test par rapport à cette valeur-là. Donc en gros, c'est, je jette un dé... Enfin, je reviendrai sur les tests après, plutôt. Mais on le fera là-dessus. Pour tous les personnages, donc ici, autant pour les points de vue, la 7, s'il arrive à 7 dégâts, quel que soit le type de dégâts, bah, il meurt. Bon, il est hors d'état de nuire. Enfin, il meurt. Il est défaussé. Autant pour la psychologie, c'est que la valeur de compétence. Et quel que soit le personnage, au bout de 3 dégâts psychologiques, ils sont hors jeu. Ensuite, on a les caractéristiques qu'on va retrouver sur les cartes personnages, mais également sur les cartes spoils. Donc on va faire les deux en même temps. Enfin, faire les deux en même temps. Donc on va passer en revue les caractéristiques. La première des caractéristiques, qui est représentée par un crâne, c'est la compétence d'attaque. Que ce soit de l'attaque à distance, mêlée, peu importe, c'est la compétence d'attaque. Ensuite, on a la compétence de survie, qui est représentée par un feu de bois. Ensuite, la poignée de main représente une compétence de diplomatie. Ensuite, c'est la compétence de mécanique, qui est représentée par une clé à molette. Ensuite, la compétence de recherche, qui est représentée par un microscope. Et enfin, la compétence médicale, qui est représentée par le symbole des pharmacies, par le serpent. Et en dernière position, on retrouve l'encombrement maximum du personnage. Donc, ce qu'il peut porter comme matériel avec lui, ce qu'on peut lui attacher comme matériel avec lui. Donc je répète, attaque, survie, diplomatie, mécanique, recherche, médecine, ce qui est médical, et l'encombrement. Sachant que quand on parle d'attaque, de survie, ça regroupe plusieurs choses à l'intérieur. Forcément, en survie, ça peut être rechercher de la nourriture, ça peut être faire un feu, ça peut être faire un abri. La mécanique, c'est réparer une pièce, c'est construire quelque chose. La recherche, ainsi de suite. Médical, c'est soigner une plaie, faire une opération. Voilà, c'est un spectre large. Donc voilà les compétences. Quand je dispose mes personnages dans ma faction, donc voilà, je l'ai mis ici, je vais récupérer donc les fameuses cartes spoils, cartes d'équipement, hein, qui ont le dos avec différentes choses dessus. Et je vais pouvoir les attribuer à un personnage. Donc quand je le fais, je vais placer la carte dessus. Je vais placer la carte dessus, de manière à ce que les caractéristiques soient les unes au-dessus des autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque équipement que j'ajoute sur un personnage lui fait augmenter sa compétence d'autant.
Donc lui, par exemple, en attaque, il a 9 grâce au pistolet d'alarme. Il a 10 grâce en survie. Il n'a pas plus en diplomatie, 4. Le pistolet ne lui donne pas de diplomatie, pour le coup. Celui-là, en tout cas. Rien en mécanique et rien en médecine. Et en encombrement, le pistolet prend 1 d'encombrement sur les 16 disponibles. Voilà. Sachant que si j'arrive à 16, je ne peux pas en avoir plus, il faut que je défausse des cartes. Donc c'est très simple. Et en plus, sur les cartes de spoils, donc du coup je présente les cartes de spoils, qui ont l'illustration, le nom, le type d'équipement, si c'est de l'armée, si c'est une arme à distance, de mêlée ou autre. Et une compétence spéciale. Alors le petit bémol du jeu, quand on le range comme ça, c'est que parfois on aura tendance à oublier la petite compétence spéciale qu'on peut avoir ici. Donc éventuellement on peut les décaler, ou sinon il faut regarder de temps en temps, savoir où s'en rappeler. Ici on peut défausser le pistolet d'alarme pour annuler les effets d'une rencontre qui serait mal passée. Donc sur une rencontre ou sur une carte de mission. Donc c'est super, enfin ça peut être utile, donc ne pas l'oublier. Après, la difficulté du jeu, potentiellement, elle va être surtout en solo. Je pense qu'en multi, quand on s'occupe de son personnage, au fur et à mesure du jeu, on a le temps, on a le temps de voir, de s'occuper de ses personnages. Au fur et à mesure, on connaît et on retient ce qu'on a dessus. Après, rien n'empêche de prendre une feuille de papier, de se marquer des choses pour s'en rappeler. De même que, vous allez voir pour certains tests, de même que la somme de ce qu'on peut avoir comme matériel, moi j'ai prévu de faire une feuille où je vais faire la somme pour chacune des couleurs ici, parce qu'en cas de changement de personnage, on peut le changer, histoire d'avoir la somme dans chaque catégorie, la mettre à jour au fur et à mesure, et au moment de faire les tests, ne pas avoir à recalculer. Ça peut être pratique. Sinon, au moment des tests, il faut recalculer. On lance les dés et on recalcule à chaque fois. Alors, c'est pas énorme, c'est 3, 4, et puis il y avoir 4, 5 cartes en même temps. Mais, et puis c'est on cumule que sur une compétence. C'est rare de faire des tests, on ne fait pas un test de multi-compétences. Donc c'est faire l'addition de 5 chiffres, c'est pas difficile. Et vous allez voir que la façon dont on teste une compétence n'est pas compliquée. Donc voilà comment sont les cartes. On a vu les cartes personnages, les cartes spoils du coup. Puisque toutes les cartes spoils, si j'en prends une autre, ça va être la même chose. Donc lui, il a aussi le drapeau, un équipement diplomatique. Donc qui lui fournit plus 2 en prestige. Donc tant que je l'ai, je vais avoir plus 2 en prestige. D'ailleurs, je ne l'avais pas augmenté sur ma fiche de personnage. Et à chaque fin de tour, on gagne 2 salvage coins en plus. C'est une carte de type relique. Après, vous avez des petits symboles dessus. Par contre, on ne peut pas la revendre. Parce qu'il est marqué NA en valeur. Elle prend 1 en équipement. Elle nous fait gagner 2 en attaque. Ça donne du courage. Et 5 en diplomatie. Puisque c'est le drapeau américain. Donc c'est pareil, lui je le mets en dessous. Donc potentiellement, quand vous avez des cartes qui vous donnent des compétences et qu'il faut s'en rappeler facilement, on peut les décaler comme ça. Mais bon, après c'est à voir chacun pour faire sa gestion de... C'est difficile de toute façon dans un jeu avec des cartes d'équipement, des compétences et des bonus de trouver un arrangement complètement ergonomique. Il faut trouver en jouant la façon d'optimiser au mieux l'espace de jeu. Alors, donc les cartes spoil, les cartes personnages, on a vu. Dans les cartes spoil, il y a les véhicules, donc ils sont précisés avec le mot véhicule dessus et qui ont un petit truc comme ça, un crown, ce qu'on appelle la petite couronne, là, le petit indicateur de couleur noire. Et le couleur noire n'est pas sur le playmat. Donc ça veut dire que cette carte-là, on est obligé de la mettre à part, parce que le véhicule, il est valable que pour l'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais faire des tests, je vais savoir si le test que je dois effectuer, un test de compétence, une attaque ou autre chose, si c'est un test qui concerne toute l'équipe, un seul personnage, ou si c'est un test individuel, mais d'équipe. Je vais revenir dessus, juste après on va passer aux tests et comment on les rédige. Et les véhicules ne sont utilisables que dans les tests d'équipe, à savoir c'est quand toute l'équipe est à bord du véhicule qu'on peut profiter des bonus du véhicule. Sachant que lui aussi, il a un encombrement, lui, voilà, le gyrocoptère il n'y a pas beaucoup d'encombrement, il a que 2. Mais il ajoute des compétences, il ajoute des caractéristiques. Donc c'est toujours utile, ça peut être pratique dans le cadre d'un truc en équipe. C'est un des rares véhicules qui peut être attaché à un autre véhicule. En principe, par équipe, donc par joueur, on n'a qu'un seul véhicule. Si on ne l'utilise pas, s'il n'est pas actif, donc s'il n'est pas mis dans sa zone de jeu, on le met dans l'auction house, on peut le vendre, on peut le récupérer quand on repasse
dans sa ville de départ. Celui-là, on peut l'attacher à un autre véhicule, parce que c'est comme si on pouvait le poser sur un camion, sur un autre véhicule, et le transporter avec lui. Ce qui fait qu'on peut cumuler les bonus d'un autre véhicule. Donc il est composé de la même façon, hein. Les caractéristiques, des compétences spéciales, et ainsi de suite. Lui, on peut le revendre, par contre. Et la petite flèche qui va vers le haut... ah, ok. Ah, très pratique. Donc en fait, voilà, je viens de regarder une petite chose sur l'aide de jeu, c'est que toutes les cartes qui ont une petite flèche vers le haut, c'est pour indiquer qu'il y a une compétence en dessous. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez regarder quelle compétence vous avez, parce qu'il y a une petite flèche qui indique hey, rappelle-toi, au-dessus il y a une compétence. Donc voilà un bon moyen prévu par les créateurs du jeu de se rappeler qu'il y a quelque chose à vérifier. Donc potentiellement mettre les cartes qui ont des compétences en dernier pour les retirer plus facilement et vérifier. Donc ici, si je vois ici, finalement, donc un autre personnage, il a une carte avec une... Donc ça c'est une carte de départ, une relique qu'on avait au début, une relique de la faction. Donc il n'y a pas la petite flèche, il y a par contre, c'est marqué que c'est une arme de mêlée. Ça va être utile, on va le voir dans les tests. Et par contre, la carte qui est ici, elle a une compétence, il y a une petite flèche qui nous indique qu'il y a quelque chose à voir. Voilà. Donc c'est quand même bien prévu et ça se gère. Il n'y a pas trop de soucis. Le principal, c'est peut-être de ne pas faire pas mal de calculs ou de ne pas tout vérifier quand on fait des tests pour aller un peu plus vite. Et pour un peu moins casser le rythme de l'histoire. Donc les véhicules, on a vu. Et vous avez ce genre de carte aussi, qui est un équipement d'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet équipement-là, soit tous les personnages l'ont, c'est-à-dire que je le mets pareil, je ne le mets pas sur un personnage précis, je le mets à côté du véhicule. Soit tous les personnages vont être équipés avec, soit aucun personnage. Ça veut dire qu'il faut que tous les personnages puissent encaisser l'emplacement, qui est indiqué ici, donc 2. Il y a 5 machettes en fait, c'est un équipement de 5 machettes. Il faut que chaque personnage puisse l'avoir pour l'utiliser. C'est équiper chaque personnage ou aucun. Donc c'est un ensemble de machettes. Et donc ça veut dire que tant que j'ai cette carte-là, si tous les personnages peuvent l'encaisser, eh bien on a les bonus de la carte pour chacun de mes personnages, quel que soit le contexte du test. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les cartes équipement? Bon, vous avez des petits symboles, donc là on a vu le petit symbole qui indiquait que c'était une arme de mêlée. On a un petit symbole ici sur un fusil par exemple, qui donne plus 5 en attaque, 1 en survie, rien sur le reste, hein. Rien sur la diplomatie par exemple, qui n'a pas de compétence, qui fait du tir à distance. Et le petit éclair à côté, c'est le First Strike, c'est ce qui nous donne un avantage en combat, quand on va faire une rencontre avec du combat. Donc de toute façon, pour tous ces petits symboles-là, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, dans le jeu. On a la fiche à l'arrière de la documentation qui nous résume un peu les symboles qu'on peut trouver. Donc c'est très facile de se rendre compte ce qu'on peut avoir. Alors, on a vu les personnages, les cartes spoil. Les cartes spoil, vous les verrez. Donc on a vu aussi sur la carte spoil, vous avez la valeur qui peut être revendue à la banque. Quand vous revendez une carte d'équipement à des joueurs, le prix n'est pas fixé, il est libre. Et ça peut être payé en cartes, en Salvation Coin, pas de souci. Mais vous avez une phase où, après, une fois que vous avez fait les enchères, en fait, vous pouvez très bien revendre à la banque. Donc ça veut dire qu'on défausse la carte, on récupère ça en Salvage Coin, et ça rentre chez nous. C'est vendu. Donc, une fois qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on va se rendre compte? Ouais, je vais peut-être vous le faire en voyant les cartes. On va voir le contenu des cartes, donc spoils on a vu. Les cartes actions. Les cartes actions, elles se présentent sous cette forme-là. Une illustration, un titre, tout un texte qui vous explique le pourquoi, du comment de la carte. C'est toujours une petite histoire hein, sur les cartes. Sur toutes les cartes que vous aurez, il y aura une petite histoire, il y aura du texte, il faudra le lire, c'est de l'anglais. C'est pas de l'anglais compliqué, mais voilà, ceux qui sont allergiques à l'anglais et qui n'ont pas de traducteur instantané sur place, c'est plus délicat forcément. On perd, je pense qu'on peut jouer, mais on perd un peu en immersion. Alors, après, rien n'empêche, à partir du moment où vous avez une personne qui parle anglais à table, ou qui lit l'anglais en tout cas, qu'une personne lise les cartes pour les autres,
dans ces cas-là, parce que en fait c'est souvent les cartes actions. Alors c'est plus difficile pour les cartes actions, parce qu'on les garde elles sont pas visibles, elles sont pas publiques les cartes actions. Donc il faut les garder vers soi. Donc j'admets que pour les cartes actions ce sera difficile, mais pour tout ce qui est événements et les événements et les missions, je pense que c'est jouable d'avoir quelqu'un qui lit les cartes. Donc ici on va retrouver ce que fait l'action et sa valeur, dans le cas où on veut acheter si on veut acheter la carte de quelqu'un, on veut acheter quelque chose, un équipement à quelqu'un d'autre, on peut s'en servir comme modèle d'échange, et ça a une valeur de 3. Ici, le petit point rouge, il me semble, sans exagérer, que c'est pour ne pas être utilisé en mode solo. Donc ça veut dire que c'est des cartes qui vont affecter les autres joueurs. Donc toutes celles qui ont un point rouge affectent les autres joueurs. Donc on peut, quand on joue en solo, en réel solo, on peut les enlever. Donc les cartes actions, vous allez avoir différentes choses du style, voilà, à jouer n'importe quand, sur un skill qui n'est pas sur un test de compétence qui n'est pas du combat, ou pour éviter de mourir ou de perdre un caractère. Enfin, the death or loss of character, enfin, de perdre un caractère en fait. L'ange gardien. Donc ça peut être une carte utile malgré tout. Et vous allez avoir pas mal de cartes qui vont, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais qui vont affecter votre jeu, qui vont pouvoir attaquer les autres, enfin faire des choses sur les autres joueurs. Et du coup, on va peut-être avoir des cartes, je ne sais pas si j'avais en trouvé une, sur les factions mercenaires. Je ne sais pas si j'avais en trouvé une. Bon, les cartes, malgré tout, en illustration, j'aime beaucoup. Le dessin n'est pas fantastique, mais voilà. Battle Rage, on comprend. Peut-être coupé, ça se comprend rapidement. Là, ça permet d'ajouter 4 succès sur un test. Donc ça va me faire la transition. Je trouve pas de carte immédiatement de... Bon, après, quand je disais que c'était moche, enfin, il y a de tout, il y a de tout en illustration. Mais c'est correct. De toute façon, c'est dans ce genre de jeu... voilà le... C'est sympa quand même. Non, je trouve pas de carte de... Oh, une carte sympathique, tiens, j'en profite. Je les découvre, je les connais pas toutes les cartes, pas du tout même. Reversal. Quand une carte d'action est jouée sur vous, on renvoie l'effet sur celui qui l'a envoyé. Sauf sur les cartes mercenaires. Sympathique à avoir comme carte. Je suis pas sûr qu'on la vende beaucoup, celle-là. C'est quand même un bon moyen. Ah bah si, voilà. Bounty Hunters. Voilà un groupe de mercenaires. Donc ici, c'est marqué Non-Player Character Mercenaries, NPCM. Le nom, donc ça veut dire qu'on pourra retrouver l'icône qui correspond à ce groupe de mercenaires. À quel moment on peut les avoir. Et on choisit une tâche parmi les tâches qui sont indiquées en dessous. Donc ici, on peut les déplacer pour attaquer une autre faction en combat. On peut les déplacer pour essayer une mission. Et on peut les déplacer sur une ville d'un joueur ennemi pour les forcer à faire quelque chose. Et il y a la façon dont on teste les compétences des mercenaires. Ici, ils jettent 5 des 10 pour les skill checks, tout le temps. Et vous avez leurs différentes valeurs, les compétences qu'ils ont, le mouvement, voilà. Et leurs points de vie qui sont ici. Donc ça, c'était les cartes d'action. On va donc avoir aussi les cartes de mission. Les cartes de mission. Alors, il y a encore plus de texte. Ça vous indique la première partie ici, c'est l'histoire. Vous voyez qu'il y a quand même... Enfin, c'est pas... À comparer avec Fallout de FFG, on a beaucoup plus d'histoires. Alors, c'est des histoires individuelles. Je suis pas sûr qu'elles se rejoignent. Dans Fallout de FFG, il y a une sorte de lien entre certaines cartes. Mais là, on a vraiment une petite histoire sur la carte de cette carte-là. De toute façon, chaque carte mission, chaque carte event, à part certaines cartes qui sont des world cards, des cartes de niveau monde, elles n'ont pas de lien, il n'y a pas de lien entre les cartes, en principe. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont traitées individuellement. Mais ça vous fait, en fait, à chaque fois que vous allez avoir une carte, ça vous fait une sorte d'histoire, et au final, vous aurez des souvenirs de votre histoire, de votre périple avec votre faction. Donc sur une carte, une chose intéressante, c'est cette partie d'icônes. La première chose qu'on fait quand on prend la carte,
Alors déjà, on a ici une indication qui est de dire, de mettre son... Donc la carte mission, on la pioche, je ne dis pas de bêtises, on la pioche dès qu'on récupère, dès qu'on est sur un hexagone avec un petit jeton mission. Donc il faut déjà l'atteindre. Et ici, il y a marqué qu'on met son équipe le plus près d'un hexagone près de l'eau. Ensuite, vous avez donc le texte qui explique ce qui se passe. La partie du milieu, ce sont les tests. La première partie, c'est ce qu'on récupère en chemin en se rendant sur ce lieu. Donc ici, on récupère 4 Salvation Coins. C'est systématique, on le récupère tout le temps. Il y a un cas où on va le récupérer, mais on va le rendre. Ce sera peut-être expliqué quand je ferai en détail les règles. Ensuite, vous avez un ou plusieurs tests à effectuer. Et potentiellement un test optionnel. Alors pourquoi des tests? Vous avez ici un chiffre avant un icône de compétence. Ça veut dire que je dois faire une compétence, je dois faire des tests de compétences mécaniques et je dois obtenir 3 succès. Pour passer au test suivant, qui est un test de survie, il faut que j'obtienne 4 succès. Pour passer au test suivant, qui est un test de combat, où je dois obtenir 6 succès. Et pour finir, j'aurai potentiellement un test que je peux faire ou non, qui est un test de survie de 5, avec 5 succès à obtenir, mais c'est optionnel. Donc, ensuite, si vous avez réussi tous les tests, jusqu'à celui qui est optionnel, vous faites la partie succès. Si vous ratez un des tests, vous faites la partie failure. Si jamais vous décidez de faire le test qui est optionnel, vous le faites dans la foulée, parce que si jamais vous ratez, vous faites la partie failure aussi, de la partie OSC, qui est marquée ici. Donc ça veut dire qu'en fait, si à partir du moment où vous ratez un test, vous avez échoué, sinon c'est un succès, vous faites ce qui est marqué sur le succès, et vous défaussez ensuite la carte. Voilà comment se passent les cartes mission. Les cartes qui représentent les événements sur les lieux sont à peu près similaires. Sachant qu'on a une difficulté croissante, en plaine c'est plus facile, en montagne un peu plus difficile, et dans les villes et dans les zones irradiées c'est plus compliqué. Ça suit la logique des points de déplacement qui sont plus complexes. Donc je vais prendre au hasard un événement, donc ici c'est une World Card, c'est un truc spécial, je vais y revenir après. Hop, un petit peu d'air frais, Special, il y a marqué. Alors c'est spécial évidemment, j'en prends une autre. Voilà, de la même façon que pour la mission, on a un texte qui résume, il y a des petites informations ici, un texte qui résume ce qui se passe, on récupère un salvage coin, on doit faire un test de combat et avoir 4 succès. En cas de succès, on lit la partie succès, en cas d'échec, on lit l'autre partie. Donc parfois, alors, normalement après on défausse la carte, de temps en temps ici ils indiquent qu'on garde la carte et que ça peut faire quelque chose en plus. Sur la carte qu'on avait avant, on avait quelque chose de spécial. Voilà, si on a un camping gear, si on a un équipement de camping, on peut récupérer toute sa vie pour l'équipe. Sinon on peut essayer de se soigner. Et on peut éventuellement prendre une autre carte rencontre sans coup de semaine. Alors pourquoi sans coup de semaine? Je fais une petite parenthèse. Quand on va prendre les actions, donc on a plusieurs phases qui vont se dérouler, qui seront semi-automatiques, où on aura des choix à faire, des phases d'achat, de ressources, et ainsi de suite. La phase d'action réelle, elle représente en fait, un tour de jeu représente 1 mois. Et une phase d'action d'une faction représente 4 semaines. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des actions qui ont un coût, une dépense de 4 semaines. Par exemple, faire une rencontre, ça coûte, je crois, 1 semaine. Et là, cette carte-là nous dit qu'on peut faire une autre rencontre sans perdre 2 semaines supplémentaires. Il y a certaines actions qui coûtent 2 semaines. Et voilà. Et donc en tout, il ne faut pas dépasser les 4 semaines. Un déplacement va coûter aussi 1 semaine, et ainsi de suite. Donc voilà pour les cartes rencontres qu'on aura sur les différents types d'hexagones. Donc je vous rappelle, on a montagne, et ce sera de plus en plus dur en fonction des endroits où on sera. Donc celle-là, par exemple. Ici, on récupère 2 salvage coins. Ici, on a un petit icône et on doit faire un test de survie. Alors les icônes, ça indique quoi? S'il n'y a pas d'icône particulier avant les tests, ça veut dire que c'est l'équipe entière qui fait le test. Donc on cumule les succès de l'équipe.
et on doit avoir le nombre de succès qui se trouve ici. Quand on a un petit icône comme ça qui représente un personnage devant, un personnage derrière, ce sont des tests individuels. Donc toute l'équipe joue, mais les résultats sont regardés un par un et on affecte le succès ou la failure à chaque joueur. Donc c'est pas tout le monde réussit, tout le monde perd, c'est chacun individuellement va réussir ou perdre. Si jamais il y a un icône individuel, à ce moment-là, il y a aussi une indication. Alors je vais essayer d'en trouver une, on sait jamais. Voilà, ce petit icône ici va nous indiquer que c'est un seul joueur qui doit le faire. Voilà, on choisit le personnage et c'est lui qui va faire le skill check de survie et qui aura un check de psychologie à faire à la fin. Voilà, apparemment, il y a marqué que c'est une rencontre optionnelle. Et pour le coup, apparemment, on doit récupérer quelque chose et ça nous fait gagner cette carte-là à la fin. Ça veut dire qu'on l'utilisera après comme une carte spoil. Donc vous voyez, ça je ne connais pas encore les cartes, mais on trouve ce genre de carte aussi. Ce qui vous donne à peu près l'idée de ce qu'on peut faire dans ce jeu et ce qu'il y a comme histoire qui vont se raconter. C'est quand même... C'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses. Et je pense que ce qui rend le jeu très intéressant, c'est très très fouillé, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui s'expliquent. Et c'est pas mal du tout. Donc on a vu que sur les cartes, on allait avoir des tests à faire. Et comment est-ce qu'on fait les tests? C'est très simple. On additionne, donc un test, il va forcément avoir lieu sur une caractéristique particulière. Si, je vais prendre ici un exemple, on va faire un test d'attaque. Je cumule les bonus que j'ai et ma valeur de base d'attaque. Ici, je vais avoir 8 et 3, 11. Potentiellement, je pourrais avoir des bonus qui viennent d'ici, mais qui sont valables que sous certaines conditions, parce qu'il y a plus... Ah non, j'en ai pas ici en attaque, donc là, ce ne serait pas valable. Mais par contre, si jamais c'était un test d'équipe, donc qui concerne toute l'équipe et où c'est succès ou échec pour toute l'équipe, je pourrais ajouter les 2 de mon véhicule. Bon, admettons que ce ne soit pas le cas, ici, je vais faire un test individuel de mon personnage. J'ai 11. 11, ça veut dire qu'en fait, je vais séparer les dizaines et les unités. Les dizaines vont me donner le nombre de succès que j'ai déjà. C'est-à-dire 11, j'ai déjà un succès. Et ensuite, systématiquement, on lance au moins un dé. La valeur du dé doit être en dessous, égale ou en dessous à la valeur des unités pour avoir un succès supplémentaire. Donc si j'ai 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de faire un 1 pour avoir un succès supplémentaire. De toute façon, le 1 est un succès automatique. Le 10 est un échec automatique, pas de votre jeté de dés, mais de votre test de compétence. Ça veut dire qu'ici, si j'ai 11 et j'ai déjà un succès et j'essaie d'en avoir un deuxième, je lance mon dé, j'ai un 10, j'ai 0 succès. C'est fini, mon test a échoué. C'est l'échec critique. Si j'ai 1, ça me fait un succès en plus. Donc ça me ferait... il est où le 1? J'obtiens 1, ça me fait un succès en plus. Et j'ai le droit de relancer pour tenter un autre succès, qui doit toujours être inférieur ou égal à la valeur du chiffre de mon unité, de la somme de mes compétences. Donc ici, j'ai 11. Si j'obtiens 1, ça me fait 2 succès, parce que la première dizaine me fait un succès. Deuxième succès, je relance. 4, je m'arrête à 2 succès. Par contre, si j'obtiens un 10 sur une seule de mes relances, 0 succès. Donc voilà comment se déroulent tous les tests de compétences. Alors, sauf peut-être celui de psychologie. Mais celui de psychologie, je pense qu'on lance un seul dé, et il faut être inférieur ou égal à cette valeur. Sinon, on prend un dégât psychologique. Donc ces tests, ils sont valables pour chacune des caractéristiques. Si jamais on est sur un test d'équipe, je vais additionner les succès de tout le monde, et je peux ajouter le bonus pour tout le monde. Enfin, je vais faire un succès aussi pour le véhicule. Je dois avoir un dé noir. J'ai le dé noir pour le véhicule. Si c'est un test avec si c'est des tests individuels d'équipe, chacun a ses succès, il y a un échec ou pas, et on traite individuellement chaque personnage. Si après c'est qu'un seul personnage qui doit faire le test pour l'équipe entière, et ben on teste que sur lui, ça se passe de la même façon. Donc voilà comment se déroulent les tests dans Fallen Land.
Vous avez vu le contenu des cartes, vous avez vu les tests, vous avez vu le matériel. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Ça fait déjà un bon morceau. Et vous avez vu l'ensemble du matériel et à peu près l'ensemble des points de règle à faire. Dans la prochaine partie, je ferai en détail le tour de jeu. Mais je vais d'abord faire une partie entière moi. Enfin un bout de partie. Et vous verrez en détail le tour de jeu. Et on reviendra sur des règles particulières, éventuellement des choses que j'aurai croisées en cours de route de ma partie. Sur ce, je vous dis à une prochaine. J'espère que la présentation de Fallen Land vous a donné envie. Ciao, ciao, à la prochaine. Ensuite, sur chaque fiche de personnage, donc on va regarder une des fiches de personnage, hein, de type caractère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur un personnage? Donc je vous rappelle, au début du jeu, on en a 6. Et on a 5 emplacements. Donc il y en a un qu'on met dans le roster de la ville, qui sera disponible quand on revient dans la ville de départ. On peut changer quelqu'un qui se trouve dans le roster et l'interchanger avec quelqu'un qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a son nom, le type, un exilé, je sais pas si voilà, ou c'est un truc de thème. Donc une petite phrase, une petite capacité spéciale qui se trouve ici. Donc ici, tous les hexagones de déplacement coûtent un seul point de mouvement, donc c'est super intéressant quand on passe dans la montagne ou autre. Parce que c'est quand Bruce est dans l'équipe, et ben ça ne coûte qu'un point de mouvement pour tous les hexagones. Super avantage. Ici, c'est ce qu'on appelle des links. C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on aura la condition qui est respectée ici, on gagne le bonus. Ici, donc le link, c'est représenté par une chaîne, évidemment. Donc, n'importe quel véhicule à 4 roues nous octroie, avec Bruce, un bonus de plus 2 en déplacement. Sachant qu'il a 1 pour chaque truc, on peut aller très loin avec Bruce, s'il y a besoin. Bruce Stephens. Ensuite, sur la fiche, donc, on a donc capacité spéciale et les liens avec des équipements ou d'autres cartes. Parfois, vous n'aurez jamais... là, ici, un véhicule à 4 roues, c'est possible d'en avoir dans le jeu. Pour le coup, dans l'équipe là ici de la confrérie, de Brotherhood, on n'a qu'un véhicule de ce type-là, un gyrocoptère, et on n'a pas de véhicule à 4 roues, donc on n'a pas ce bonus-là du plus 2 en mouvement. Mais on a toujours ce bonus-là de la capacité de Bruce. Ensuite, donc on a le personnage, on a le petit dessin à côté. Donc au niveau style graphique, on pourra voir, hein, si je regarde un petit peu ce qu'il y a, c'est pas du grand art, mais ça colle, finalement, le style colle très bien au thème. Un peu dessiné, un peu comics, un peu moche aussi, hein, c'est pas extraordinaire. Mais bon, ça fait le job et il y en a beaucoup, hein, parce que vous avez donc une illustration par personne quand même. Donc c'est pas mal. Peut-être qu'un jour, s'ils font une autre version, ils changeront le style graphique. Bon, j'ai un doute qui est ça, mais voilà. En dessous, un point important du jeu. Donc ici, vous avez les points de vie, sous forme de gouttes. Alors ici, ce n'est pas les points de santé mentale, mais c'est sa capacité psychologique. Ça veut dire que, je vous rappelle, on avait vu qu'il y avait un pion qui était un dégât psychologique. Hop. Ça représente sa compétence, sa faculté de résistance psychologique. Ça veut dire que quand on fera des tests de psychologie avec les personnages, savoir s'ils sont en stress, s'ils sont horrifiés, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on fera le test par rapport à cette valeur-là. Donc en gros, c'est, je jette un dé... Enfin, je reviendrai sur les tests après, plutôt. Mais on le fera là-dessus. Pour tous les personnages, donc ici, autant pour les points de vue, la 7, s'il arrive à 7 dégâts, quel que soit le type de dégâts, bah, il meurt. Bon, il est hors d'état de nuire. Enfin, il meurt. Il est défaussé. Autant pour la psychologie, c'est que la valeur de compétence. Et quel que soit le personnage, au bout de 3 dégâts psychologiques, ils sont hors jeu. Ensuite, on a les caractéristiques qu'on va retrouver sur les cartes personnages, mais également sur les cartes spoils. Donc on va faire les deux en même temps. Enfin, on va faire les deux en même temps. Donc on va passer en revue les caractéristiques. La première des caractéristiques, qui est représentée par un crâne, c'est la compétence d'attaque. Que ce soit de l'attaque à distance, mêlée, peu importe, c'est la compétence d'attaque. Ensuite, on a la compétence de survie, qui est représentée par un feu de bois. Ensuite, la poignée de main représente une compétence de diplomatie. Ensuite, c'est la compétence de mécanique.
qui est représentée par une clé à molette. Ensuite, la compétence de recherche, qui est représentée par un microscope. Et enfin, la compétence médicale, qui est représentée par le symbole des pharmacies, par le serpent. Et en dernière position, on retrouve l'encombrement maximum du personnage, donc ce qu'il peut porter comme matériel avec lui, ce qu'on peut lui attacher comme matériel avec lui. Donc je répète, attaque, survie, diplomatie, mécanique, recherche, médecine, ce qui est médical, et l'encombrement. Sachant que quand on parle d'attaque, de survie, ça regroupe plusieurs choses à l'intérieur, forcément. En survie, ça peut être rechercher de la nourriture, ça peut être faire un feu, ça peut être faire un abri. La mécanique, c'est réparer une pièce, c'est construire quelque chose. La recherche, ainsi de suite. Médical, c'est soigner une plaie, faire une opération. Voilà, c'est un spectre large. Donc voilà les compétences. Quand je dispose mes personnages dans ma faction, donc voilà, je l'ai mis ici, je vais récupérer donc les fameuses cartes spoils, cartes d'équipement, hein, qui ont le dos avec différentes choses dessus. Et je vais pouvoir les attribuer à un personnage. Donc quand je le fais, je vais placer la carte dessus. Je vais placer la carte dessus, de manière à ce que les caractéristiques soient les unes au-dessus des autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque équipement que j'ajoute sur un personnage lui fait augmenter sa compétence d'autant. Donc lui, par exemple, en attaque, il a 9 grâce au pistolet d'alarme. Il a 10 grâce en survie. Il n'a pas plus en diplomatie, hein, 4. Le pistolet ne lui donne pas de diplomatie, pour le coup. Celui-là, en tout cas. Rien en mécanique et rien en médecine. Et en encombrement, le pistolet prend 1 d'encombrement sur les 16 disponibles. Voilà. Sachant que si j'arrive à 16, je ne peux pas en avoir plus, il faut que je défausse des cartes. Donc c'est très simple. Et en plus, sur les cartes de spoils, donc du coup je présente les cartes de spoils, hein, qui ont l'illustration, le nom, le type d'équipement, si c'est de l'armée, si c'est une arme à distance, de mêlée ou autre. Et une compétence spéciale. Alors le petit bémol du jeu, quand on le range comme ça, c'est que parfois on aura tendance à oublier la petite compétence spéciale qu'on peut avoir ici. Donc éventuellement on peut les décaler, ou sinon il faut regarder de temps en temps, savoir où s'en rappeler. Ici on peut défausser le pistolet d'alarme pour annuler les effets d'une rencontre qui serait mal passée. Donc sur une rencontre ou sur une carte de mission. Donc c'est super, enfin, ça peut être utile, donc ne pas l'oublier. Après, la difficulté du jeu, potentiellement, elle va être surtout en solo. Je pense qu'en multi, quand on s'occupe de son personnage, au fur et à mesure du jeu, on a le temps, hein, on a le temps de voir, de s'occuper de ses personnages. Au fur et à mesure, on connaît et on retient ce qu'on a dessus. Après, rien n'empêche de prendre une feuille de papier, de se marquer des choses pour s'en rappeler. De même que, vous allez voir pour certains tests, de même que la somme de ce qu'on peut avoir comme matériel, moi j'ai prévu de faire une feuille où je vais faire la somme pour chacune des couleurs ici, parce qu'en cas de changement de personnage, on peut le changer, histoire d'avoir la somme dans chaque catégorie, la mettre à jour au fur et à mesure, et au moment de faire les tests, ne pas avoir à recalculer. Ça peut être pratique. Sinon, au moment des tests, il faut recalculer. On lance les dés et on recalcule à chaque fois. Alors, c'est pas énorme, hein, c'est 3, 4, et puis il y avoir 4, 5 cartes en même temps. Mais, et puis c'est on cumule que sur une compétence. C'est rare de faire des tests, on ne fait pas un test de multi-compétences. Donc c'est faire l'addition de 5 chiffres, c'est pas difficile. Et vous allez voir que la façon dont on teste une compétence n'est pas compliquée. Donc voilà comment sont les cartes. On a vu les cartes personnages, les cartes spoils du coup. Puisque toutes les cartes spoils, si j'en prends une autre, bah, ça va être la même chose. Donc lui, il a aussi le drapeau, un équipement diplomatique. Donc qui lui fournit plus 2 en prestige. Donc tant que je l'ai, je vais avoir plus 2 en prestige. D'ailleurs, je ne l'avais pas augmenté sur ma fiche de personnage. Et à chaque fin de tour, on gagne 2 salvage coins en plus. C'est une carte de type relique. Après, vous avez des petits symboles dessus. Par contre, on ne peut pas la revendre. Parce qu'il est marqué NA en valeur. Elle prend 1 en équipement. Elle nous fait gagner 2 en attaque. Ça donne du courage. Et 5 en diplomatie. Puisque c'est le drapeau américain. Donc c'est pareil, lui je le mets en dessous. Donc potentiellement, quand vous avez des cartes qui vous donnent des compétences et qu'il faut s'en rappeler facilement, on peut les décaler comme ça. Mais bon, après c'est à voir chacun pour faire sa gestion de...
C'est difficile, de toute façon, dans un jeu avec des cartes d'équipement, des compétences et des bonus, de trouver un arrangement complètement ergonomique. Il faut trouver, en jouant, la façon d'optimiser au mieux l'espace de jeu. Alors, donc les cartes spoil, les cartes personnages, on a vu. Dans les cartes spoil, il y a les véhicules. Donc ils sont précisés avec le mot véhicule dessus et qui ont un petit truc comme ça, un crown, ce qu'on appelle la petite couronne, là, le petit indicateur de couleur noire. Et le couleur noire n'est pas sur le playmat. Donc ça veut dire que cette carte-là, on est obligé de la mettre à part parce que le véhicule, il est valable que pour l'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais faire des tests, je vais savoir si le test que je dois effectuer, un test de compétence, une attaque ou autre chose, si c'est un test qui concerne toute l'équipe, un seul personnage, ou si c'est un test individuel, mais d'équipe. Je vais revenir dessus, juste après on va passer aux tests et comment on les rédige. Et les véhicules ne sont utilisables que dans les tests d'équipe, à savoir c'est quand toute l'équipe est à bord du véhicule qu'on peut profiter des bonus du véhicule. Sachant que lui aussi, il a un encombrement, lui, voilà, le gyrocoptère, il n'y a pas beaucoup d'encombrement, il a que 2. Mais il ajoute des compétences, il ajoute des caractéristiques. Donc c'est toujours utile, ça peut être pratique dans le cadre d'un truc en équipe. C'est un des rares véhicules qui peut être attaché à un autre véhicule. En principe, par équipe, donc par joueur, on n'a qu'un seul véhicule. Si on ne l'utilise pas, s'il n'est pas actif, donc s'il n'est pas mis dans sa zone de jeu, on le met dans l'auction house, on peut le vendre, on peut le récupérer quand on repasse dans sa ville de départ. Celui-là, on peut l'attacher à un autre véhicule, parce que c'est comme si on pouvait le poser sur un camion, sur un autre véhicule, et le transporter avec lui. Ce qui fait qu'on peut cumuler les bonus d'un autre véhicule. Donc il est composé de la même façon, les caractéristiques, des compétences spéciales, et ainsi de suite. Lui, on peut le revendre, par contre. Et la petite flèche qui va vers le haut... ah, ok. Ah, très pratique. Donc en fait, voilà, je viens de regarder une petite chose sur l'aide de jeu, c'est que toutes les cartes qui ont une petite flèche vers le haut, c'est pour indiquer qu'il y a une compétence en dessous. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez regarder quelle compétence vous avez, parce qu'il y a une petite flèche qui indique hey, rappelle-toi, au-dessus, il y a une compétence. Donc voilà, un bon moyen prévu par les créateurs du jeu de se rappeler qu'il y a quelque chose à vérifier. Donc potentiellement, mettre les cartes qui ont des compétences en dernier pour les retirer plus facilement et vérifier. Donc ici, si je vois ici, finalement, donc un autre personnage, il a une carte avec une... Donc ça, c'est une carte de départ, une relique qu'on avait au début, une relique de la faction. Donc il n'y a pas la petite flèche, il y a par contre, c'est marqué que c'est une arme de mêlée. Ça va être utile, on va le voir dans les tests. Et par contre, la carte qui est ici, elle a une compétence, il y a une petite flèche qui nous indique qu'il y a quelque chose à voir. Voilà. Donc c'est quand même bien prévu et ça se gère. Il n'y a pas trop de soucis. Le principal, c'est peut-être de ne pas faire pas mal de calculs ou de ne pas tout vérifier quand on fait des tests pour aller un peu plus vite. Et pour un peu moins casser le rythme de l'histoire. Donc les véhicules, on a vu. Et vous avez ce genre de carte aussi, qui est un équipement d'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet équipement-là, soit tous les personnages l'ont, c'est-à-dire que je le mets pareil, je ne le mets pas sur un personnage précis, je le mets à côté du véhicule. Soit tous les personnages vont être équipés avec, soit aucun personnage. Ça veut dire qu'il faut que tous les personnages puissent encaisser l'emplacement, qui est indiqué ici, donc 2. Il y a 5 machettes en fait, c'est un équipement de 5 machettes. Il faut que chaque personnage puisse l'avoir pour l'utiliser. C'est équiper chaque personnage ou aucun. Donc c'est un ensemble de machettes. Et donc ça veut dire que tant que j'ai cette carte-là, si tous les personnages peuvent l'encaisser, eh bien on a les bonus de la carte pour chacun de mes personnages, quel que soit le contexte du test. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les cartes équipement? Bon, vous avez des petits symboles, donc là on a vu le petit symbole qui indiquait que c'était une arme de mêlée. On a un petit symbole ici sur un fusil par exemple, qui donne plus 5 en attaque, 1 en survie, rien sur le reste, rien sur la diplomatie par exemple, qui n'a pas de compétence, qui fait du tir à distance. Et le petit éclair à côté, c'est le First Strike, c'est ce qui nous donne un avantage en combat, quand on va faire une rencontre avec du combat. Donc de toute façon, pour tous ces petits symboles-là, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, dans le jeu. On a la fiche à l'arrière de la documentation qui nous résume un peu les symboles qu'on peut trouver. Donc c'est très facile de se rendre compte ce qu'on peut avoir.
Alors, on a vu les personnages, les cartes spoil. Les cartes spoil, vous les verrez. Donc on a vu aussi sur la carte spoil, vous avez la valeur qui peut être revendue à la banque. Quand vous revendez une carte d'équipement à des joueurs, le prix n'est pas fixé, il est libre. Et ça peut être payé en cartes, en Salvation Coin, pas de souci. Mais vous avez une phase où, après, une fois que vous avez fait les enchères, en fait, vous pouvez très bien revendre à la banque. Donc ça veut dire on défausse la carte, on récupère ça en Salvage Coin, et ça rentre chez nous. C'est vendu. Donc, une fois qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on va se rendre compte? Je vais peut-être vous le faire en voyant les cartes. On va voir le contenu des cartes, donc spoils on a vu. Les cartes actions. Les cartes actions, elles se présentent sous cette forme-là. Une illustration, un titre, tout un texte qui vous explique le pourquoi, du comment de la carte. C'est toujours une petite histoire sur les cartes. Sur toutes les cartes que vous aurez, il y aura une petite histoire, il y aura du texte, il faudra le lire, c'est de l'anglais. C'est pas de l'anglais compliqué. Mais voilà, ceux qui sont allergiques à l'anglais et qui n'ont pas de traducteur instantané sur place, c'est plus délicat forcément. On perd, je pense qu'on peut jouer, mais on perd un peu en immersion. Alors, après, rien n'empêche, à partir du moment où vous avez une personne qui parle anglais à table, ou qui lit l'anglais en tout cas, qu'une personne lise les cartes pour les autres. Dans ces cas-là, parce que en fait c'est souvent les cartes actions. Alors c'est plus difficile pour les cartes actions, parce qu'on les garde elles sont pas visibles, elles sont pas publiques les cartes actions. Donc il faut les garder vers soi. Donc j'admets que pour les cartes actions ce sera difficile, mais pour tout ce qui est événements et les événements et les missions, je pense que c'est jouable d'avoir quelqu'un qui lit les cartes. Donc ici on va retrouver ce que fait l'action et sa valeur, dans le cas où on veut acheter si on veut acheter la carte de quelqu'un, on veut acheter quelque chose, un équipement à quelqu'un d'autre, on peut s'en servir comme modèle d'échange et ça a une valeur de 3. Ici, le petit point rouge, il me semble, sans exagérer, que c'est pour ne pas être utilisé en mode solo. Donc ça veut dire que c'est des cartes qui vont affecter les autres joueurs. Donc toutes celles qui ont un point rouge affectent les autres joueurs. Donc on peut, quand on joue en solo, en réel solo, on peut les enlever. Donc les cartes actions, vous allez avoir différentes choses du style, voilà, à jouer n'importe quand, sur un skill qui n'est pas sur un test de compétence qui n'est pas du combat, ou pour éviter de mourir ou de perdre un caractère. Enfin, the death or loss of character, enfin, de perdre un caractère en fait. L'ange gardien. Donc ça peut être une carte utile malgré tout. Et vous allez avoir pas mal de cartes qui vont, je ne vais pas toutes les dévoiler, mais qui vont affecter votre jeu, qui vont pouvoir attaquer les autres, enfin faire des choses sur les autres joueurs. Et du coup, on va peut-être avoir des cartes, je ne sais pas si j'avais en trouvé une, sur les factions mercenaires. Je ne sais pas si j'avais en trouvé une. Bon, les cartes, malgré tout, en illustration, j'aime beaucoup. Le dessin n'est pas fantastique, mais voilà. Battle Rage, on comprend. Peut-être coupé, ça se comprend rapidement. Là, ça permet d'ajouter 4 succès sur un test. Donc ça va me faire la transition. Je trouve pas de carte immédiatement de... Bon, après, quand je disais que c'était moche, enfin, il y a de tout, il y a de tout en illustration. Mais c'est correct. De toute façon, c'est dans ce genre de jeu... voilà C'est sympa quand même. Non, je trouve pas de carte de... Oh, une carte sympathique, tiens, j'en profite. Je les découvre, je les connais pas toutes les cartes, pas du tout même. Reversal. Quand une carte d'action est jouée sur vous, on renvoie l'effet sur celui qui l'a envoyé. Sauf sur les cartes mercenaires. Sympathique à avoir comme carte. Je suis pas sûr qu'on la vende beaucoup, celle-là. C'est quand même un bon moyen. Ah bah si, voilà. Bounty Hunters. Voilà un groupe de mercenaires. Donc ici, c'est marqué Non-Player Character Mercenaries, NPCM. Le nom, donc ça veut dire qu'on pourra retrouver l'icône qui correspond à ce groupe de mercenaires. À quel moment on peut les avoir. Et on choisit une tâche parmi les tâches qui sont indiquées en dessous. Donc ici, on peut les déplacer pour attaquer une autre faction en combat.
on peut les déplacer pour essayer une mission, et on peut les déplacer sur une ville d'un joueur ennemi pour les forcer à faire quelque chose. Et il y a la façon dont on teste les compétences des mercenaires. Ici, ils jettent 5 des 10 pour les skill checks, tout le temps. Et vous avez leurs différentes valeurs, les compétences qu'ils ont, le mouvement, voilà. Et leurs points de vie qui sont ici. Donc ça, c'était les cartes d'action. On va donc avoir aussi les cartes de mission. Les cartes de mission. Alors, il y a encore plus de texte. Ça vous indique la première partie ici, c'est l'histoire. Vous voyez qu'il y a quand même... Enfin, c'est pas... À comparer avec Fallout de FFG, on a beaucoup plus d'histoires. Alors, c'est des histoires individuelles, je suis pas sûr qu'elles se rejoignent. Dans Fallout de FFG, il y a une sorte de lien entre certaines cartes. Mais là, on a vraiment une petite histoire sur la carte de cette carte-là. De toute façon, chaque carte mission, chaque carte event, à part certaines cartes qui sont des world cards, des cartes de niveau monde, elles n'ont pas de lien, il n'y a pas de lien entre les cartes, en principe. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont traitées individuellement. Mais ça vous fait, en fait, à chaque fois que vous allez avoir une carte, ça vous fait une sorte d'histoire, et au final, vous aurez des souvenirs de votre histoire, de votre périple avec votre faction. Donc sur une carte, une chose intéressante, c'est cette partie d'icônes. La première chose qu'on fait quand on prend la carte, alors déjà, on a ici une indication qui est de dire, de mettre son... Donc la carte mission, on la pioche, je ne dis pas de bêtises, on la pioche dès qu'on récupère, dès qu'on est sur un hexagone avec un petit jeton mission. Donc il faut déjà l'atteindre. Et ici, il y a marqué qu'on met son équipe le plus près d'un hexagone près de l'eau. Ensuite, vous avez donc le texte qui explique ce qui se passe. La partie du milieu, ce sont les tests. La première partie, c'est ce qu'on récupère en chemin en se rendant sur ce lieu. Donc ici, on récupère 4 Salvation Coins. C'est systématique, on le récupère tout le temps. Il y a un cas où on va le récupérer, mais on va le rendre. Ce sera peut-être expliqué quand je ferai en détail les règles. Ensuite, vous avez un ou plusieurs tests à effectuer. Et potentiellement un test optionnel. Alors pourquoi des tests? Vous avez ici un chiffre avant un icône de compétence. Ça veut dire que je dois faire une compétence, je dois faire des tests de compétences mécaniques et je dois obtenir 3 succès. Pour passer au test suivant, qui est un test de survie, il faut que j'obtienne 4 succès. Pour passer au test suivant, qui est un test de combat, où je dois obtenir 6 succès. Et pour finir, j'aurai potentiellement un test que je peux faire ou non, qui est un test de survie de 5, avec 5 succès à obtenir, mais c'est optionnel. Donc, ensuite, si vous avez réussi tous les tests, jusqu'à celui qui est optionnel, vous faites la partie succès. Si vous ratez un des tests, vous faites la partie failure. Si jamais vous décidez de faire le test qui est optionnel, vous le faites dans la foulée, parce que si jamais vous ratez, vous faites la partie failure aussi, de la partie OSC, qui est marquée ici. Donc ça veut dire qu'en fait, si à partir du moment où vous ratez un test, vous avez échoué, sinon c'est un succès, vous faites ce qui est marqué sur le succès, et vous défaussez ensuite la carte. Voilà comment se passent les cartes mission. Les cartes qui représentent les événements sur les lieux sont à peu près similaires. Sachant qu'on a une difficulté croissante, en plaine c'est plus facile, en montagne un peu plus difficile, et dans les villes et dans les zones irradiées c'est plus compliqué. Ça suit la logique des points de déplacement qui sont plus complexes. Donc je vais prendre au hasard un événement, donc ici c'est une world card, c'est un truc spécial, je vais y revenir après. Hop, un petit peu d'air frais, special, il y a marqué. Alors c'est spécial évidemment, j'en prends une autre. Voilà, de la même façon que pour la mission, on a un texte qui résume, il y a des petites informations ici, un texte qui résume ce qui se passe, on récupère un salvage coin, on doit faire un test de combat et avoir 4 succès. En cas de succès, on lit la partie succès, en cas d'échec, on lit l'autre partie. Donc parfois, normalement après on défausse la carte,
De temps en temps, ici, ils indiquent qu'on garde la carte et que ça peut faire quelque chose en plus. Sur la carte qu'on avait avant, on avait quelque chose de spécial. Voilà, si on a un camping gear, si on a un équipement de camping, on peut récupérer toute sa vie pour l'équipe. Sinon, on peut essayer de se soigner. Et on peut éventuellement prendre une autre carte rencontre sans coup de semaine. Alors pourquoi sans coup de semaine? Je fais une petite parenthèse. Quand on va prendre les actions, donc on a plusieurs phases qui vont se dérouler, qui seront semi-automatiques, où on aura des choix à faire, des phases d'achat, de ressources, et ainsi de suite. La phase d'action réelle, elle représente en fait, un tour de jeu représente un mois. Et une phase d'action d'une faction représente 4 semaines. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des actions qui ont un coût, une dépense de 4 semaines. Par exemple, faire une rencontre, ça coûte, je crois, 1 semaine. Et là, cette carte-là nous dit qu'on peut faire une autre rencontre sans perdre 2 semaines supplémentaires. Il y a certaines actions qui coûtent 2 semaines. Et voilà. Et donc en tout, il ne faut pas dépasser les 4 semaines. Un déplacement va coûter aussi 1 semaine, et ainsi de suite. Donc voilà pour les cartes rencontres qu'on aura sur les différents types d'hexagones. Donc je vous rappelle, on a montagne, et ce sera de plus en plus dur en fonction des endroits où on sera. Donc celle-là, par exemple. Ici, on récupère 2 salvage coins. Ici, on a un petit icône et on doit faire un test de survie. Alors, les icônes, ça indique quoi? S'il n'y a pas d'icône particulier avant les tests, ça veut dire que c'est l'équipe entière qui fait le test. Donc, on cumule les succès de l'équipe. Et on doit avoir le nombre de succès qui se trouve ici. Quand on a un petit icône comme ça qui représente un personnage devant, un personnage derrière, ce sont des tests individuels. Donc, toute l'équipe joue. Mais les résultats sont regardés un par un et on affecte le succès ou la failure à chaque joueur. Donc c'est pas tout le monde réussit ou tout le monde perd, c'est chacun individuellement va réussir ou perdre. Si jamais il y a un icône individuel, à ce moment-là, il y a aussi une indication. Alors je vais essayer d'en trouver une, on ne sait jamais. Voilà, ce petit icône ici va nous indiquer que c'est un seul joueur qui doit le faire. Voilà, on choisit le personnage et c'est lui qui va faire le skill check de survie et qui aura un check de psychologie à faire à la fin. Voilà, apparemment, il y a marqué que c'est une rencontre optionnelle. Et pour le coup, apparemment, on doit récupérer quelque chose et ça nous fait gagner cette carte-là à la fin. Ça veut dire qu'on l'utilisera après comme une carte spoil. Donc vous voyez, ça je ne connais pas encore les cartes, mais on trouve ce genre de carte aussi. Ce qui vous donne à peu près l'idée de ce qu'on peut faire dans ce jeu et ce qu'il y a comme histoire qui vont se raconter. C'est quand même... C'est pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses. Et je pense que ce qui rend le jeu très intéressant, c'est très très fouillé, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui s'expliquent. Et c'est pas mal du tout. Donc on a vu que sur les cartes, on allait avoir des tests à faire. Et comment est-ce qu'on fait les tests? C'est très simple. On additionne, donc un test, il va forcément avoir lieu sur une caractéristique particulière. Si, je vais prendre ici un exemple, on va faire un test d'attaque. Je cumule les bonus que j'ai et ma valeur de base d'attaque. Ici, je vais avoir 8 et 3, 11. Potentiellement, je pourrais avoir des bonus qui viennent d'ici, mais qui sont valables que sous certaines conditions, parce qu'il y a plus... Ah non, j'en ai pas ici en attaque, donc là, ce ne serait pas valable. Mais par contre, si jamais c'était un test d'équipe, donc qui concerne toute l'équipe et où c'est succès ou échec pour toute l'équipe, je pourrais ajouter les 2 de mon véhicule. Bon, admettons que ce ne soit pas le cas, ici, je vais faire un test individuel de mon personnage. J'ai 11. 11, ça veut dire qu'en fait, je vais séparer les dizaines et les unités. Les dizaines vont me donner le nombre de succès que j'ai déjà. C'est-à-dire 11, j'ai déjà un succès. Et ensuite, systématiquement, on lance au moins un dé. La valeur du dé doit être égale ou en dessous à la valeur des unités pour avoir un succès supplémentaire. Donc si j'ai 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis obligé de faire un 1 pour avoir un succès supplémentaire. De toute façon, le 1 est un succès automatique. Le 10 est un échec automatique, pas de votre jeté de dés, mais de votre test de compétence. Ça veut dire qu'ici, si j'ai 11 et j'ai déjà un succès et j'essaie d'en avoir un deuxième, je lance mon dé, j'ai un 10, j'ai 0 succès. C'est fini, mon test a échoué. C'est l'échec critique. Si j'ai 1,
ça me fait un succès en plus, donc ça me ferait... non, il est où le... J'obtiens 1, ça me fait un succès en plus. Et j'ai le droit de relancer pour tenter un autre succès, qui doit toujours être inférieur ou égal à la valeur du chiffre de mon unité, de la somme de mes compétences. Donc ici, j'ai 11. Si j'obtiens 1, ça me fait 2 succès, parce que la première dizaine me fait un succès. Deuxième succès, je relance. 4, je m'arrête à 2 succès. Par contre, si j'obtiens un 10 sur une seule de mes relances, 0 succès. Donc voilà comment se déroulent tous les tests de compétences. Alors, sauf peut-être celui de psychologie. Mais celui de psychologie, je pense qu'on lance un seul dé, et il faut être inférieur ou égal à cette valeur. Sinon, on prend un dégât psychologique. Donc ces tests, ils sont valables pour chacune des caractéristiques. Si jamais on est sur un test d'équipe, je vais additionner les succès de tout le monde, et je peux ajouter le bonus pour tout le monde. Enfin, je vais faire un succès aussi pour le véhicule. Je dois avoir un dé noir. J'ai le dé noir pour le véhicule. Si c'est un test avec si c'est des tests individuels d'équipe, chacun a ses succès, il y a un échec ou pas, et on traite individuellement chaque personnage. Si après c'est qu'un seul personnage qui doit faire le test pour l'équipe entière, et ben on teste que sur lui, ça se passe de la même façon. Donc voilà, voilà comment se déroulent les tests dans Fallen Land. Vous avez vu le contenu des cartes, vous avez vu les tests, vous avez vu le matériel. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, ça fait déjà un bon morceau. Et vous avez vu l'ensemble du matériel et à peu près l'ensemble des points de règle à faire. Dans la prochaine partie, je ferai en détail le tour de jeu. Mais je vais d'abord faire une partie entière moi, enfin un bout de partie. Et vous verrez en détail le tour de jeu. Et on reviendra sur des règles particulières, éventuellement des choses que j'aurai croisées en cours de route de ma partie. Sur ce, je vous dis à une prochaine. J'espère que la présentation de Fallen Land vous a donné envie. Ciao, ciao, à la prochaine.